Ce soir, les signes se multiplient. Le Moyen-Orient pourrait être au bord d'une autre guerre majeure. De nouveaux rapports indiquent qu'Israël et les États-Unis se préparent maintenant à une possible reprise de frappes militaires de grande ampleur contre l'Iran, avec des opérations qui pourraient commencer dès cette semaine. Steve Leibowitz, d'ILTV, fait le point. Selon des responsables américains et moyen-orientaux cités par des rapports étrangers et locaux, Washington et Jérusalem mènent leurs préparatifs militaires les plus intenses depuis que le cessez-le-feu du mois dernier a mis fin à la campagne américano-israélienne contre l'Iran. Un haut responsable américain a déclaré à Channel 12 qu'Israël se prépare maintenant à ce qu'il a appelé une reprise imminente de la guerre, avertissant que les combats pourraient durer de quelques jours à plusieurs semaines. Le responsable a dit que les États-Unis estiment que les négociations avec l'Iran sont dans une impasse et que tous les regards sont désormais tournés vers une décision finale du président américain Donald Trump. Trump, de retour de Chine, a adopté une ligne dure, rejetant la plus récente proposition d'Iran et avertissant Téhéran qu'il devra soit conclure une entente, soit être décimé. Des responsables militaires américains affirment que plusieurs options sont maintenant sur la table. Une possibilité serait une nouvelle vague de frappes aériennes lourdes visant des bases militaires iraniennes, des sites de missiles et des infrastructures nucléaires. Une autre option, beaucoup plus spectaculaire, enverrait des forces d'opération spéciales américaines en Iran. Leur objectif serait de saisir du matériel nucléaire hautement enrichi, enfoui profondément sous terre. Ce serait une mission à haut risque, qui pourrait nécessiter des milliers de soldats, des affrontements directs avec les forces iraniennes et des pertes importantes. Des responsables affirment aussi que des troupes américaines pourraient être utilisées pour s'emparer de l'île de Karg, un carrefour essentiel pour les exportations pétrolières iraniennes dans le golfe Persique. Le Pentagone affirme que plus de 50 000 soldats américains, de porte-avions, des dizaines de navires de guerre et de nombreux avions de chasse demeurent positionnés dans toute la région. Ils sont prêts à reprendre les opérations de combat si l'ordre est donné. Israël a déclaré que ses objectifs dans la guerre étaient de détruire les menaces nucléaires et balistiques de l'Iran, d'affaiblir les capacités militaires du régime et de créer les conditions d'un changement interne à Téhéran. Mais comme ces objectifs demeurent non résolus et que l'Iran avertit qu'il est prêt à toutes les options, les spéculations montent. La région pourrait bientôt se diriger de nouveau vers un conflit à grande échelle. Israël est prêt à tous les scénarios. Et à Gaza, les forces de défense israéliennes ont confirmé avoir tué Ez al-Din al-Haddad, le chef du Hamas à Gaza et le chef de l'aile militaire du groupe terroriste, lors d'une frappe aérienne ciblée dans la ville de Gaza. Dov Klein, die ILTV, alles Details. L'armée israélienne affirme que Haddad, décrit comme l'un des architectes du brutal massacre du 7 octobre, a été éliminé dans une frappe aérienne précise dans le quartier Rimal de la ville de Gaza. Le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz ont déclaré que Haddad avait joué un rôle central dans les meurtres, les enlèvements et la captivité d'Israéliens pendant les attaques du Hamas. Les forces de défense israéliennes affirment que Haddad a pris la relève comme principal commandant militaire du Hamas à Gaza, après la mort de Mohamed Sinwar en 2025, et qu'il travaillait à reconstruire les capacités militaires du Hamas et à planifier de nouvelles attaques contre Israël. L'armée a aussi accusé Haddad de gérer le système de captivité des otages du Hamas, affirmant qu'il s'entourait d'otages pour empêcher les tentatives d'assassinat. Haddad était l'un des commandants les plus anciens du Hamas et dirigeait auparavant la brigade de la ville de Gaza du groupe. Les forces de défense israéliennes affirment qu'il faisait partie des derniers hauts responsables directement impliqués dans la planification et l'exécution des attaques du 7 octobre. Israël affirme que cette frappe envoie un message clair, il continuera de cibler les responsables de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du pays, même dans le cadre du cessez-le-feu actuel. Avec l'élimination de Haddad, Israël a maintenant éliminé presque tout le sommet de la direction militaire du Hamas depuis le début de la guerre. Mais même si Jérusalem salue la frappe comme une victoire opérationnelle et symbolique majeure, cette mort signale aussi que malgré le cessez-le-feu,
La campagne d'Israël contre le Hamas est loin d'être terminée. Les forces de défense israéliennes indiquent clairement que tout commandant lié au massacre du 7 octobre demeure une cible partout à Gaza. Pendant ce temps, les combats transfrontaliers continuent de s'intensifier sur le front nord d'Israël, alors que les forces de défense israéliennes ont lancé une importante vague de frappes aériennes contre une centaine de cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, à la suite d'attaques de drones, de tirs transfrontaliers et de la mort d'un soldat israélien. David Maitland d'ILTV nous présente le reportage. Les forces de défense israéliennes disent avoir mené une série de frappes aériennes contre des infrastructures du Hezbollah dans la région de Tyr, dans le sud du Liban, après avoir émis des avertissements d'évacuation à plusieurs villages près de la ville côtière. Les frappes sont survenues après que plusieurs drones explosifs lancés par le Hezbollah ont traversé le territoire israélien et frappé près de communautés situées le long de la frontière libanaise. Les sirènes ont retenti dans toute la Galilée occidentale, même si l'armée affirme qu'il n'y a pas eu de blessés dans l'attaque. Les forces de défense israéliennes ont qualifié les frappes de drones de violation flagrante des ententes de cessez-le-feu avec le Hezbollah. À la suite d'une autre attaque de drones du Hezbollah plus tôt cette semaine, qui a blessé 4 civils, le commandement nord des forces de défense israéliennes a aussi déclaré que la côte entre Rosh Hanikra et Aksiv serait une zone militaire fermée jusqu'à la fin du mois. Les forces de défense israéliennes affirment avoir aussi détruit un lance-roquettes du Hezbollah utilisé dans une attaque contre Kiryat Shmona, tandis que les forces israéliennes poursuivent leurs opérations contre les menaces le long de la frontière nord. Pendant ce temps, au cours de la fin de semaine, les forces de défense israéliennes ont annoncé la mort de 2 soldats de combat tués au combat dans le sud du Liban. Il s'agissait du sergent d'état-major Negev Degani, âgé de 20 ans, originaire de Dekel, dans le sud d'Israël, et du capitaine Maoz Israël Rekanati, âgé de 24 ans, originaire d'Itamar. Ils étaient les 6e et 7e soldats tués au combat au Liban depuis le début du cessez-le-feu. Et les États-Unis ont annoncé une prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban, après une 3e ronde de pourparlers de haut niveau entre responsables israéliens et libanais à Washington. L'annonce est venue du département d'État américain après 2 jours de négociations visant à réduire les tensions le long de la frontière israélo-libanaise. Le cessez-le-feu est en place depuis le 6 avril, même si des affrontements et des frappes ciblées se poursuivent presque quotidiennement. Washington a permis à Israël de continuer à cibler des agents du Hezbollah, considérés comme des menaces immédiates, tandis que le Hezbollah a poursuivi ses attaques contre les forces israéliennes opérant à l'intérieur d'une zone tampon de sécurité dans le sud du Liban. Le porte-parole du département d'État, Tommy Pigot, a décrit les pourparlers comme hautement productifs et a dit que la prolongation aiderait à faire avancer de nouveaux progrès diplomatiques. Pour la première fois, les négociations ont inclus des représentants militaires de haut rang des 2 côtés, dont des officiers israéliens de la division stratégique des forces de défense israéliennes et du bureau de l'attaché de défense à Washington. Les États-Unis affirment qu'un nouveau volet de discussion sur la sécurité s'ouvrira au Pentagone plus tard ce mois-ci, tandis que les négociations politiques doivent reprendre au début juin. Washington affirme que l'objectif est d'obtenir une sécurité à long terme, une reconnaissance mutuelle de la souveraineté et une plus grande stabilité le long de la frontière commune. Nous recevons maintenant, pour parler des derniers développements dans la région, le colonel Rich Houtzen, chercheur principal à l'Atlantic Council. Rich, ravi de vous recevoir. Toujours heureux d'être avec vous. Donc, les États-Unis semblent être dans une impasse avec la République islamique d'Iran. Et la question à $1 million maintenant, c'est celle-ci. Le président Trump va-t-il reprendre la guerre, reprendre les frappes militaires ? Eh bien, ce sera intéressant. Je pense que jusqu'ici, nous voyons une épreuve de volonté entre Téhéran et l'administration Trump. Nous sommes installés dans une situation où aucun des 2 camps ne semble capable de faire s'effondrer complètement l'autre. Je pense que, pour les Iraniens, l'espoir serait que Trump plie simplement bagage et rentre chez lui, parce qu'il veut que les prix du pétrole baissent en vue des élections.
Je pense que du côté du président Trump, du côté de l'administration Trump, et c'est, selon moi, partagé avec le gouvernement israélien, il y a le désir que les pertes du régime, sur le plan économique, en matière de commandement et de contrôle, et ainsi de suite, les amènent à dire « assez, nous ne pouvons pas soutenir les combats ». Mais les deux camps ont montré de la ténacité et les deux camps ont montré une capacité à faire preuve de patience stratégique. Ce que cela signifie, c'est que nous ne sommes pas entrés dans une guerre totale, mais plutôt dans une situation de coercition mutuelle. Et c'est une question de niveau de douleur. Nous avons vu hier que les Iraniens poussent maintenant pour une nouvelle situation de péage qui formaliserait, sous couvert d'assurance, comme le vieux Chicago d'Al Capone, peut être même une forme d'assurance pour pouvoir opérer dans ce voisinage. Ils essaient de soutirer de l'argent à tout le transport maritime qui passe, sauf celui de leurs amis, et ainsi de dire, c'est nous qui tenons la rue. C'est une forme de coercition. Et les États-Unis, de leur côté, continuent de nier l'accès, la liberté d'action, pour ainsi dire, aux navires liés à l'Iran. Alors, allons-nous retourner à une guerre totale? Je ne pense pas qu'un des deux camps le veuille vraiment. En ce moment, nous testons les volontés, les capacités et la patience. Et c'est intéressant que vous disiez cela, parce que les Iraniens ont aussi tiré sur les Émirats arabes unis aujourd'hui même. Et vous savez, nous avons vu les États du Golfe rester un peu neutres dans la guerre, même si certains rapports ont révélé que certains ont frappé des cibles iraniennes. Mais beaucoup d'entre eux sont très désillusionnés par les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas répliqué, parce qu'ils ne les ont pas défendus quand ils ont été attaqués par l'Iran. Quelle est votre analyse? Eh bien, j'ai beaucoup de sympathie pour cela, franchement, parce qu'il est assez clair que Washington et Jérusalem ont commencé avec une vision peut être trop optimiste de la rapidité avec laquelle tout cela allait se dérouler et de la fragilité du régime iranien. Donc, si vous entrez avec une approche de choc et d'effroi qui dit « nous allons les frapper tellement vite, tellement fort », qu'ils ne pourront fondamentalement pas répondre de la même manière, et qu'ils ne blesseront pas nos amis et nos voisins, et que c'est une erreur. Alors les coûts ne sont pas tant assumés par Israël et les États-Unis, qui ont la distance, au moins davantage que le Golfe, et des systèmes de défense aérienne intégrés très efficaces. Mais nos amis du Golfe n'ont pas cela. Ils ont donc raison de dire « écoutez, c'est nous qui payons le prix du fait que vous pensiez que ce serait court », et ce n'est pas court. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas fait un excellent travail de consultation dans certains cas. Je pense que dans certains aspects de cette opération, les choses ont été faites, puis les pays du Golfe ont été informés. Je pense que chaque fois que vous avez des alliés aussi importants que les alliés du Golfe, tant pour Israël que pour les États-Unis, vous devez faire un certain travail de consultation avant l'opération. Donc je pense que pour ces deux raisons, même si, écoutez, l'alignement fondamental n'est pas en question. Les États du Golfe ne sont pas alignés sur l'Iran. Ils ne seront pas alignés sur l'Iran et ils ont besoin et veulent que les États-Unis et Israël les aident à se protéger de l'Iran. Mais je pense qu'à ce stade, ils se grattent la tête en disant « ces garanties n'ont pas vraiment donné les résultats promis ». Alors peut-être que nous devons adopter une approche plus collective et renforcer nos propres capacités. Maintenant, comme vous l'avez dit, les Émirats arabes unis sont un peu une exception. Ils ont une position plus avancée et plus agressive, un peu plus étroitement alignée sur celle d'Israël dans ce dossier. Mais le reste du Golfe dit en quelque sorte, oui, c'est le côté où nous sommes plus ou moins, le côté américain ici, mais vous ne nous avez vraiment pas rendu service avec la manière dont vous avez fait cela. Et donc, je veux poser la question. Si les États-Unis et Israël reprennent les frappes militaires, quelle cible viserait-il en Iran? Il y a actuellement des rapports contradictoires sur les capacités de l'Iran et sur les dommages causés dans l'opération Epic Fury et l'opération Roaring Lion. Vous savez, le président Trump dit que la marine est anéantie, que la capacité de missiles balistiques est presque anéantie. Mais des rapports récents affirment que ce n'est pas le cas et que l'Iran a conservé ou reconstruit la majeure partie de sa capacité de missiles balistiques, par exemple. Alors, quelle est votre évaluation des capacités de l'Iran et de ce que les États-Unis et Israël doivent viser? Eh bien,
Au cours des 30 à 40 dernières années, l'Iran a construit une capacité militaire fondée sur des moyens non conventionnels ou asymétriques. Donc, ils n'ont pas une grande flotte d'avions de chasse avancés, ils n'ont pas beaucoup de chars et de divisions blindées, et leur marine était assez petite dès le départ, mais ils ont de petites embarcations de type Zodiac. Ils ont des véhicules aériens sans pilote et des missiles qui sont assez faciles à acheter sur le marché ouvert ou à reconstituer. Donc, ils ont une certaine capacité aérienne, ils ont une certaine capacité navale, ils ont une certaine capacité terrestre, mais ce sont de plus petits ensembles, plus difficiles à frapper, plus difficiles à détruire et plus faciles à reconstituer. Mais le vrai point d'appui ici, le vrai levier, c'est l'économie. Mais pour des raisons compréhensibles, le président Trump a hésité à vraiment s'attaquer à l'économie, aux cibles économiques, parce qu'il garde en tête l'idée de conclure des ententes et de reprendre ensuite des relations économiques normales. Et en un sens, à cause de la centralité du pétrole iranien dans l'économie mondiale, nous faisons du tort à beaucoup d'amis si nous nous attaquons à ces cibles économiques. Je pense qu'il existe une stratégie alternative et c'est de rendre cela très personnel. Nous l'avons rendu très personnel avec le plus haut niveau de la direction iranienne, avec les frappes de décapitation au début, mais nous devons faire une cartographie très minutieuse et je suis assez certain que cela a été fait, des actifs du corps des gardiens de la révolution islamique, les actifs économiques du corps des gardiens de la révolution islamique, les actifs économiques des principaux dirigeants, tant du côté politique que du côté militaire, et viser cela. Je veux dire, il y a les boniades, ces fondations, elles sont liées au corps des gardiens de la révolution islamique. Je pense que sans paralyser l'infrastructure énergétique et sans paralyser l'économie qui est si essentielle pour le peuple iranien dans son ensemble, vous pouvez rendre cela très douloureux en augmentant les coûts pour les individus. Il faut simplement du bon travail de renseignement, puis un ciblage soigneux de ces éléments. Et je pense que c'est ainsi que nous augmentons la pression à ce stade. Donc des jours dramatiques s'annoncent ici au Moyen-Orient. Colonel Richardson, merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour votre analyse. Merci à vous. Et maintenant, les autorités américaines ont inculpé un haut commandant d'une milice irakienne soutenue par l'Iran, accusé d'avoir planifié des attaques contre des cibles juives aux États-Unis, y compris une synagogue à New York, dans ce que les procureurs décrivent comme une campagne plus large de représailles iraniennes. Les procureurs fédéraux affirment que Mohammad Bakir Saad al-Saadi, un haut commandant de Kataib Hezbollah, a été détenu en Turquie et transféré sous garde américaine avant de comparaître devant un tribunal fédéral à Manhattan. La plainte criminelle accuse al-Saadi d'avoir aidé à planifier plus de 20 attaques en Europe et au Canada depuis février, tout en dirigeant aussi des complots visant des Américains et des sites juifs aux États-Unis. Les procureurs disent que les cibles alléguées comprennent une synagogue à New York et des attaques contre des juifs et des Américains à Los Angeles. Les autorités affirment qu'al-Saadi est une figure clé de Kataib Hezbollah, une milice irakienne soutenue par l'Iran et étroitement liée à la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. La plainte indique qu'al-Saadi a travaillé directement avec le général iranien Qassem Soleimani, tué dans une frappe de drone américaine en 2020. Et dans une autre nouvelle, la controverse s'intensifie autour de la récente chronique de Nicolas Christophe, chroniqueur d'opinion au New York Times, qui alléguait qu'Israël avait dressé des chiens pour violer des détenus palestiniens. Au cours de la fin de semaine, des centaines de partisans juifs et pro-israéliens ont manifesté devant les bureaux du New York Times à New York en brandissant des pancartes et des drapeaux israéliens. La manifestation a été organisée par le groupe End Jew Hatred et d'autres organisations qui combattent l'antisémitisme. Pendant ce temps, la Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations a aussi publié une déclaration condamnant l'article. Elle affirme qu'il reposait sur des affirmations faibles et non étayées. La déclaration a aussi critiqué le moment de la publication. Seulement un jour avant la publication du rapport majeur sur les violences sexuelles du Hamas le 7 octobre, un rapport détaillant des atrocités sexuelles inimaginables contre des Israéliens,
que le New York Times avait d'abord refusé de couvrir. À ce titre, l'État d'Israël entend poursuivre la publication pour cette chronique d'opinion qui a été soutenue par le journal. Jeudi, le bureau du Premier ministre a publié une déclaration qualifiant le texte de l'un des mensonges les plus hideux et les plus déformés jamais publiés contre l'État d'Israël dans la presse moderne. À ce titre, le Premier ministre Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar ont ordonné l'ouverture d'une poursuite en diffamation contre The New York Times. Et maintenant, Israël Bon célèbre 75 ans d'activité, y compris 50 et $1 milliard recueillis depuis 75 ans. Ces investissements ont alimenté et soutenu l'économie d'Israël, surtout en temps de guerre. Pour souligner cela, le service postal israélien a choisi d'honorer Israël Bon avec un timbre commémoratif symbolisant le partenariat avec les investisseurs à l'étranger et la connectivité à l'intérieur même d'Israël. Regardons ce reportage. Récemment, à Tel Aviv, Israël Bon, avec le service postal israélien, a dévoilé un timbre commémoratif en l'honneur des 75 ans d'Israël Bon. C'est un profond honneur de participer aujourd'hui à cette cérémonie très spéciale marquant 75 ans d'activité d'Israël Bon. Je peux vous dire que nous apprécions grandement l'initiative et la décision du service postal israélien, sous les auspices du ministère des Communications, d'émettre ce timbre très spécial qui souligne vraiment les réalisations d'Israël Bon au fil des années. Était présent à l'événement le ministre israélien des Communications, Dr Kari, le président et chef de la direction d'Israël Bon, Dani Navet, Royal Baz, chef de la direction du service postal israélien, et Gilles Weil, président du service postal israélien, ainsi que le président national et international du conseil d'administration d'Israël Bon, Dr Andrew M. Hutter, qui s'est joint virtuellement depuis les États-Unis et a livré ce message. Depuis des décennies, Israël Bon a permis à des individus et à des institutions du monde entier de jouer un rôle actif dans le soutien de la fondation économique d'Israël et de sa résilience à long terme. Ce soutien a contribué à bâtir et à faire croître l'économie d'Israël. Ce jalon n'est pas seulement le reflet des réalisations passées, mais aussi de relations durables. Nos investisseurs ne sont pas simplement des participants. Ils sont la pierre angulaire de l'histoire continue d'Israël. Votre soutien indéfectible, surtout dans les moments d'incertitude, a contribué à assurer la force économique d'Israël pour l'avenir. Les timbres peuvent être petits par leur taille, mais ils sont incroyablement grands par leur signification, car ce geste particulier d'appréciation envers Israël Bon symbolise le lien ininterrompu entre Israël et les gens du monde entier qui investissent dans son avenir. Évidemment, au cours des 75 dernières années, Israël Bon a soutenu Israël économiquement, mais pas seulement. Plus précisément aujourd'hui, alors qu'Israël, au cours des 2 dernières années, a fait face à tous les conflits dans la région, le soutien de la communauté juive et de la communauté à travers le monde est très important et très significatif pour nous. Et pour nous, choisir un timbre de la poste israélienne et de la communauté israélienne pour les partisans du monde entier est très significatif et important. Alors merci. Mais il ne s'agit pas seulement de connexion. L'argent recueilli par Israël Bon a servi le pays d'Israël dans ses heures les plus sombres, offrant une bouée de sauvetage financière cruciale qui nourrit et soutient l'économie israélienne. C'est vraiment un hommage extraordinaire que de faire partie de cette cérémonie qui reflète à bien des égards la grande reconnaissance de l'État d'Israël envers les nombreuses années de réalisation d'Israël Bon pour Israël. Au fil des années, nous avons recueilli plus de 57 milliards de dollars. Et ces fonds ont été une bouée de sauvetage essentielle pour l'économie d'Israël, renforçant l'économie israélienne et soutenant presque chaque coin du pays. Si vous regardez les réalisations immenses que notre pays a accomplies au fil des années, Israël Bon y a joué un rôle important. Acheter une obligation d'Israël Bon est un investissement direct dans l'État d'Israël et à mesure que ces timbres commémoratifs circulent à travers le pays sur divers colis et enveloppes, les investisseurs peuvent être fiers de ne pas simplement faire une différence. L'impact peut maintenant être vu par les Israéliens même que ces obligations soutiennent directement. Et notre dernière histoire hier soir, tous les regards étaient tournés vers Vienne, en Autriche, et vers le représentant d'Israël, Kobi Biton,
qui a interprété sa chanson Michel lors de la grande finale de l'Eurovision. Après un parcours long et tendu jusqu'à la finale, des acclamations ont éclaté partout au pays lorsque Beaton a terminé à une étonnante 2e place, contre toute attente. Inbal Klein, DILTV, a le reportage. 220 points. Israël a pris la tête. C'était le moment où Kobe Beaton a pris la tête du concours Eurovision de la chanson hier soir. Après une performance incroyable de sa chanson Michel, le représentant israélien Kobe Beaton s'est hissé au sommet du vote du public. Les Israéliens avaient confiance en Beaton non seulement pour offrir une performance exceptionnelle, mettant en valeur son immense talent vocal, mais aussi pour représenter Israël avec style, confiance et grâce comme personne d'autre. Beaton a ensuite conclu sa performance avec ceci. Et voici comment la soirée s'est terminée. La Bulgarie a remporté l'Eurovision 2026, mais en Israël, la réaction était comme si Beaton avait gagné. Israël participe à l'Eurovision depuis 5 décennies, mais au cours des 4 dernières années, Israël s'est constamment classé dans le top 5 de la compétition, ce qui est une réalisation incroyable, compte tenu des appels au boycottage ou à la disqualification d'Israël, et des rumeurs de manipulation du vote qui ont poussé le BU à modifier le système de vote. Au bout du compte, Israël continue de s'imposer comme une puissance musicale, plus forte que jamais, malgré les tentatives constantes de nous abattre. Beaton demeure l'incarnation du sionisme. Waouh, merci beaucoup tout le monde, je vous aime. Oh, je suis excité les amis. Une réalisation incroyable pour Beaton qui représentait Israël. Et maintenant, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. Un ciel dégagé est attendu dans la majeure partie du pays ce soir, avec des températures minimales de 18 degrés Celsius ou 65 degrés Fahrenheit. Demain, nous verrons encore un ciel dégagé, avec des températures stables et des maximums de 30 degrés Celsius ou 87 degrés Fahrenheit. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.